Je m'appelle Marc-Antoine Corticato, je suis parfumeur créateur, donc un nez, et j'ai le parcours d'un créateur qui a choisi d'être indépendant. La plupart de mes confrères travaillent dans des groupes, dans des structures plus importantes. Ce sont les marques de parfums qui viennent voir ces groupes et pour la création de leur futur jus. En ce qui me concerne, donc, je crée pour ma propre marque et puis pour d'autres structures également, une marque qui s'appelle Parfum d'Empire et qui se situe dans ce qu'on appelle communément aujourd'hui les marques de niche ou les marques alternatives, marques créateurs, haute parfumerie, chacun y va de sa définition. Et c'est un secteur qui est devenu, j'allais dire hélas, très à la mode. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai lancé ma propre marque, nous étions très très peu nombreux sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, il ne se passe plus un seul jour sans qu'il y ait de nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Alors, il y a une question qui revient systématiquement, qu'on adresse toujours aux parfumeurs. Comment êtes-vous arrivé à la parfumerie? Et j'avoue que j'ai longtemps cherché. Et malgré l'aide de mon psy, je n'ai jamais pu réellement trouver une réponse. Mais je pense que c'est arrivé parce que j'ai eu une chance inouïe. La chance de vivre dans des univers d'une très grande richesse olfactive. Je suis né et j'ai grandi dans les orangeries de mes parents au Maroc. Donc je dis toujours que je suis du bled. Et les parfums du bled marocain, c'est absolument extraordinaire. Bien entendu, il y a les parfums des orangeries que l'on connaît tous, la fleur d'oranger, du fruit, de sa chair, de l'écorce, etc. Mais à côté de ces orangeries, il y avait donc le bled. Et mes sœurs et moi-même, nous avions pour amis donc les enfants des ouvriers de mes parents, et donc on vivait avec eux. Donc on allait rentrer les moutons, les vaches, on faisait cuire du pain, l'odeur du henné, des feuilles de henné qu'on réduit en poudre, des maïs qu'on fait cuire, etc. Donc des odeurs, un monde olfactif d'une très grande richesse, et très vite nous étions partagés entre ce bled marocain et le maquis corse, puisque mon père était corse, ma mère parisienne, père corse. Et on se retrouvait toutes les vacances dans ce maquis, le maquis dans lequel j'ai vécu complètement par la suite. Et aujourd'hui, depuis 20 ans, je me partage entre Paris et la Corse. Et la Corse, où j'ai la chance de vivre dans cette maison héritée de mes arrière-grands-parents, qui étaient des paysans corses, et qui en plein maquis, au milieu de nulle part. Et le maquis, on le sait, c'est également des parfums qui sont très particuliers et qui sont jamais les mêmes. Selon la période, là j'y étais encore hier, et le maquis corse, le bled marocain et un troisième univers, les chevaux. J'étais cavalier très tôt, cavalier de concours hippique, j'ai fait beaucoup de compétitions, de sauts d'obstacles, et l'univers du cheval est également d'une richesse inouïe. Il y a le souffle du cheval, il y a sa transpiration, il y a le foin, la paille, le crottin, l'urine, le fumier, il y a la sellerie. Encore aujourd'hui, tout ça me fait frémir quand je rentre dans une écurie, quand j'arrive dans mon maquis, quand je suis dans le bled marocain. Je me dis toujours que j'ai cette chance de frémir encore pour ça. Et je sais que le jour où je n'arriverai plus à frémir, à avoir ces joies intenses quand je perçois ces odeurs, entre autres celle-ci, eh bien je sais que je serai mort. Je pense que inconsciemment, et souvent tout ce qui concerne l'odorat, ça se passe dans l'inconscient, hein, on le sait aujourd'hui, eh bien inconsciemment, ces trois univers d'une très grande richesse m'ont poussé à essayer de comprendre ce que c'est qu'une odeur, ce que c'est un parfum. Et j'ai très vite été
intrigué par le parfum des plantes. Ce n'était pas le parfum alcoolique qu'on met sur une peau qui m'intéressait, c'était le parfum des plantes. Et par exemple, quand on prend ne serait-ce qu'une petite rose sauvage qui pousse comme ça, à l'état spontané, qui ne demande rien à personne, qui ne paye pas de mine, eh bien, son parfum est d'une complexité extraordinaire, entre 400 et 500 molécules différentes. Et cette petite rose qui ne paye pas de mine, eh bien, elle a ce parfum particulier le matin, quand elle est couverte de rosée, un parfum complètement différent en pleine journée, encore différent le soir, et encore différent quand cette petite rose sauvage qui ne paye pas de mine tombe en poussière. C'est absolument fabuleux. Donc ça m'a poussé à essayer de comprendre et aller vers des études de botanique, mais très vite de chimie analytique, jusqu'à un doctorat de chimie analytique spécialisé dans l'analyse des extraits de plantes à parfum. Et c'est que plus tard que j'ai complété cette formation par l'ISIPCA, qui est l'école internationale de parfumerie à Versailles, dans laquelle j'interviens d'ailleurs dans les enseignements depuis un certain nombre d'années. Donc j'ai commencé ma vie professionnelle dans des labos de recherche appliquée, avec deux axes principaux. D'une part, l'extraction de ces plantes à parfum, donc il y a différents types d'extraction, et selon la technique d'extraction qu'on va appliquer à une plante, eh bien on va extraire préférentiellement un certain type de molécules, donc des parfums, des odeurs différentes. Donc pour une même plante, on peut avoir, pas pour toutes les plantes, on peut l'extraire selon différentes techniques et on va obtenir différents extraits qui peuvent être parfois très différents olfactivement parlant. Donc ça, c'était le premier axe de recherche. Le deuxième axe de recherche, c'est l'analyse de ces parfums, comment ils évoluent dans la plante au cours d'une journée, au cours d'une saison, dans l'année. Comment, quand on prend une plante sauvage, quand on la passe en culture, qu'est-ce qui va changer dans son parfum. Donc très vite, j'ai travaillé avec des petits laboratoires d'aromathérapie. C'était le début, finalement, des produits bio. En fait, on était très sensibilisés par les produits bio, sensibilisés aux produits bio, pardon, par mes parents, par une mère qui était très, très exigeante sur tout ce qui était nourriture, tout ce qui était hygiène, etc. Et bien avant qu'on parle de produits bio, on était, mes sœurs et moi-même, très sensibilisés à ça. Et donc j'ai travaillé pour des petits laboratoires d'aromathérapie. C'est une période où j'ai aussi beaucoup travaillé en brousse, au Vietnam d'abord, puis ensuite à Madagascar pour monter à l'aide d'un ami associé à l'époque, un ami très cher, Lucien Aquaron, qui était un ingénieur thermicien, spécialiste de la fabrication des unités d'extraction de plantes à parfum, donc on se complétait. Donc on a, je dirais, bouffé pas mal de brousse à cette époque-là, et notamment à Madagascar, et qui est un pays absolument merveilleux, avec une population très attachante. Et donc, à Madagascar, dans cette brousse, ça consistait d'une part à rechercher des plantes pour les extraire, donc avec différentes unités, parfois des unités d'extraction mobiles ou parfois des unités d'extraction qui étaient déjà en place chez des partenaires. Et puis, ça a été le montage de cette unité d'extraction en nom propre que nous voulions, et qu'on a fini par monter du côté de Tananarive sur les hauts plateaux. Et c'était là aussi des expériences extrêmement riches. Quand, hélas, Lucien Aquaron est décédé accidentellement, je me suis éloigné de tout ça, de la brousse en tout cas. Donc, ensuite, je me suis intéressé au parfum lui-même. Et toutes ces années de laboratoire, d'analyse, m'ont permis en fait de disséquer l'intimité des plantes.
hein. Euh, Qu'est-ce qui constitue le parfum d'une plante? C'est souvent plusieurs dizaines, voire centaines de molécules différentes, hein. Il me manquait tout le versant synthèse, matière première de synthèse. Les parfums sont formulés à base de matières premières naturelles et de matières premières de synthèse. Ça ne sert plus à rien de les opposer, elles sont complémentaires. Je ne vais pas faire un cours ici, bien sûr. Tout dépend de la qualité, de la quantité de vos matières premières, qu'elles soient naturelles ou de synthèse. Je dis toujours qu'un bon parfum, c'est un mélange de belles matières premières naturelles avec de la belle matière première de synthèse et de la technicité, de la créativité. Voilà ce que c'est un parfum. Je rappelle souvent que, pourtant, je suis dans ce métier parce que j'aime la matière première naturelle, mais je défends aussi la synthèse parce que, je vous le disais, elle est complémentaire au naturel. Et je rappelle souvent que dans ces parfums mythiques du début du XXe, même fin XIXe, eh bien, le public dit souvent, avant, il n'y avait que du naturel. Eh bien, ces parfums, on cite des chefs-d'œuvre comme l'Heure bleue, Chalimard, etc., eh bien, déjà été constitué en partie de matières premières de synthèse, hein. Et la synthèse est arrivée quand quand les chimistes ont pu analyser l'intérieur des plantes, hein. Et donc, on a pu comprendre quelle forme avaient ces molécules qui donnaient ces belles odeurs, et on a pu les synthétiser et proposer aux parfumeurs donc ces nouvelles matières premières de synthèse. Parallèlement donc à toutes ces études, ces recherches, ces aventures dans les brousses, dans les labos, je ne sais pas comment, à l'époque, mon organisme a tenu le choc pour, en voyageant autant, avec autant de passion, de stress, de peu d'heures de sommeil, de concours hippiques, de compétitions, de fêtes, beaucoup de fêtes. J'ai toujours aimé le vin. Et je m'intéressais, comme tout le monde, au parfum. Je portais du parfum, comme tous les jeunes de mon âge, peut-être un peu plus que la moyenne, hein. Et finalement, inconsciemment, je tournais toujours sur le même style de parfum, dont on me disait qu'ils étaient particuliers, ils étaient particulièrement riches, particulièrement facettés, c'est pas du parfum commercial. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas créer moi-même des parfums dont je rêve. Voilà, ça paraît prétentieux, mais c'est comme ça. Et j'ai tout plaqué. D'un coup, j'ai tout plaqué. Ça correspondait aussi peut-être à une période où il y avait quelques frustrations, quelques échecs dans une vie personnelle aussi. Et donc, j'ai tout plaqué, j'ai tout lâché, c'était de la pure folie. Et sans un rond, j'ai atterri à Paris, Paris que j'ai toujours aimé, hein, et j'ai intégré un petit laboratoire de création de parfums en région parisienne. Et là, je me suis fait les dents. Et j'ai préparé mon propre projet de marque, ma propre marque. Alors au départ, je pensais à une ligne de soins, de spa, avec du parfum, et le tout 100% naturel. Voilà. Et je n'ai pas trouvé de financier, et les banquiers auxquels je m'étais adressé m'ont ri au nez, hein, et surtout à l'époque, quand on parlait de produits biologiques, le grand public ne connaissais pas ce terme-là encore. Et ces banquiers me disaient, c'est quoi vos trucs biologiques? Oh là là, mais ça va intéresser qu'une bande de barjots du Larzac, votre truc, non, pas question de mettre un sou là-dedans. Quelques années après, et donc j'ai assisté à cette montée du bio avec un pincement au cœur, puisque je savais que j'avais l'intime conviction que ce n'était pas qu'une mode, comme beaucoup le disaient à l'époque, mais que c'était un changement de mentalité, un changement de vie que les gens voulaient. D'ailleurs, certains de ces banquiers m'ont rappelé 2 ans après, 1 an, 2 ans après, en disant on lit de plus en plus dans la presse vos histoires de produits bio, on pourrait peut-être se revoir, mais enfin,
le train était passé, donc j'étais passé moi-même à autre chose, et ça m'a permis d'évoluer, de faire évoluer mon projet personnel, et jusqu'au jour où j'ai démarré donc Parfum d'Empire. Avec ce premier parfum, Eau de gloire, c'était donc il y a une quinzaine d'années. Nous étions très très peu nombreux encore sur ce marché, dit donc marché des marques de niche, des marques alternatives, de créateurs. Donc on se situe toujours dans le luxe. Bon, qu'est-ce qui est luxe? Bon, c'est une autre question, mais enfin. Et à cette époque-là, les grandes maisons nous regardaient, nous petits indépendants, puisque même s'il n'y a pas de définition officielle de la marque de créateur en marque de niche, on peut dire d'une manière générale ce sont des petites marques indépendantes, donc elles n'appartiennent pas à des grands groupes, sauf que ces 2-3 dernières années, on a assisté à des rachats par des très gros groupes, L'Oréal, LVMH, Estée Lauder, qui ont racheté certaines de ces petites marques. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui qu'elles sont indépendantes. Et en tout cas qui propose ou qui devrait proposer des parfums qui sortent un peu des sentiers battus, des parfums qui ne soient pas des parfums commerciaux, puisque on le sait, pour vendre dans le monde entier, on est obligé de partir sur des notes beaucoup plus faciles, des notes que le public a l'habitude de sentir. Donc je voulais autre chose, et ces grandes maisons nous regardaient d'un air narquois en disant mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils n'ont même pas les moyens de s'acheter de la publicité, qu'ils ne peuvent pas vivre. Et ces grandes marques ont fini par ne plus avoir des chiffres d'affaires qui étaient ce qu'ils avaient, et ça a commencé à s'essouffler, et on pompait littéralement certains codes des marques de niche. Elles ont toutes créé leur propre ligne de niche, sans l'appeler niche, donc Hermès, les Hermescence, Chanel, les exclusifs, etc. Et avec nos codes, c'est-à-dire un flacon unique, un packaging unique pour toute la gamme. Souvent, on a parlé de parfums mixtes et non plus parfums hommes et femmes. Et donc, on a vu arriver de très gros concurrents qui nous sont tombés dessus. Et on a eu très peur. Mais en fait, ça nous a permis de faire venir une nouvelle clientèle. Notre clientèle, c'était des gens passionnés de parfums qui faisaient la démarche d'aller nous trouver. Et là, on a eu une nouvelle clientèle qui a connu ces marques-là, ces lignes-là, par des grandes maisons qui avaient leur ligne exclusive et qui se sont dit mais finalement qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc ils sont arrivés vers nous. Il a fallu quand même changer le packaging, en tout cas pour nous, parce que c'était une clientèle souvent un peu plus jeune, un peu plus branchouille, un peu moins experte, olfactivement parlant, et donc il fallait les attirer aussi par du visuel. Dans la création de parfums, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a environ 2200 parfums par an, 2200 nouveaux parfums par an. C'est absolument effroyable. Ce n'est pas la preuve d'ailleurs d'un secteur en pleine forme. C'est le témoignage d'un sauf qui peut. Il faut produire beaucoup de parfums de nouveautés pour exister au niveau de la presse, de la visibilité. Donc sur ces 2200 parfums, on imagine bien que ce ne sont pas 2200 créations pures qui sont parties d'une page blanche. Hein. On y a une certaine partie, on ne dira pas le pourcentage, je ne l'ai pas en tête, mais certaines personnes peuvent citer des pourcentages assez élevés, qui sont des parfums qui sont inspirés d'eux. Hein. Donc, moi, je parlerais d'une création, d'une vraie création, plus que d'une inspiration. Ça commence dans la tête du parfumeur. Le parfumeur, il part d'un brief, c'est-à-dire d'un cahier de décharge que lui soumet une marque. Hein, donc le marketing, le département marketing d'une marque, ou bien quand il s'agit de ma propre marque, c'est moi qui définis mon propre brief. Et dans un brief, il n'y a pas forcément des indications olfactives. Ça peut être, c'est une histoire que l'on raconte souvent. Ne jamais oublier que faire du parfum, vendre du parfum, c'est vendre du rêve, c'est donc vendre une histoire. Donc le parfum, il part d'une histoire qui est formulée dans un brief. Et c'est le parfumeur qui doit réfléchir à une forme olfactive qui doit représenter, qui doit raconter cette histoire, qui se racontera donc sur une peau avec ses notes de tête, de cœur, de fond. Donc ça part d'une forme intellectuelle
comme le musicien a cette forme intellectuelle, et le parfumeur va la transcrire, non pas sur une page blanche, mais sur un ordinateur, puisqu'on travaille tous sur un ordinateur, d'ailleurs équipé d'un logiciel qui concerne la législation, qui est de plus en plus contraignante et qui avertit le parfumeur qu'il a dépassé de telle dose, telle ou telle matière première qui n'est plus conforme à la nouvelle législation. Donc, ce parfumeur va transcrire, va essayer, dans un premier temps, de sortir l'accord principal de ce parfum, de son histoire. Un parfum est constitué de plusieurs dizaines, 40, 50, 100 matières premières différentes. Et seules quelques-unes de ces matières premières vont exprimer l'accord principal. C'est comme en musique, quand vous écoutez un air de musique, les premières notes, vous dites tiens, ça c'est tel air d'opéra, c'est telle ou telle chanson. Et un parfum, quand on le sent, eh bien, dans les premières secondes, on a l'accord principal. Donc le parfumeur va s'attacher à trouver ce squelette. Cet accord principal est un squelette. Donc c'est un mélange de matières premières, naturelles ou synthèse, on s'en fiche, hein, qui va nous donner cette forme olfactive qui est dans la tête du parfumeur. Donc sur les 50 ou 100 matières premières qui composent un parfum, peut-être que 6 ou 8 vont vous donner cet accord principal qui constituera le squelette de son parfum. Et c'est donc une grosse recherche au départ pour choper, pour avoir notre accord principal. Et à partir de là, le parfumeur peut l'habiller comme il veut, le rendre plus frais, moins frais, plus fruité, plus féminin, plus masculin, plus opulent, plus sensuel, plus sexuel, etc. Hein. Et donc, c'est donc une forme olfactive qu'on va transcrire en un accord principal qui constituera le squelette principal de son parfum. Voilà, donc là. Après, ça veut dire qu'en parallèle, tous les jours, le parfumeur est à la recherche de nouvelles matières premières, de nouveaux accords. On ne travaille jamais un parfum à la fois, on en travaille pour plusieurs parfums à la fois. On s'appuie parfois sur des parfums qu'on a déjà créés, hein, qu'on réadapte, et à partir desquels on va raconter une autre histoire. Et chaque parfum, chaque création de parfum est une histoire absolument unique. Hein. Parfois, en tout cas en ce qui me concerne, je peux avoir la tête vide pendant des semaines. C'est extrêmement stressant. Hein. Il peut y avoir un déclic tardif quand on croise une odeur, aussi bien dans la nature qu'aussi bien sur l'autre. Quand on sent un parfum du marché, j'ai le tort de ne pas les sentir suffisamment souvent. Hein. Moi, personnellement, je fais un très gros travail sur les matières premières, et notamment la matière première naturelle. C'est quelque chose qui me passionne. Et aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est que si on veut rechercher de la belle matière première, si on est prêt à mettre les moyens et le temps nécessaires là-dessus, on arrive à trouver de nouveaux extraits qui sont soit de nouvelles plantes à parfum qui n'existaient pas hier, ou bien encore des plantes que l'on connaît depuis toujours, des roses, des patchoulis, des vétivers, du pamplemousse, etc., mais qui sont extraits à partir de nouvelles techniques d'extraction high-tech. Et ça peut donner, à partir de plantes que l'on connaît depuis des siècles, des résultats absolument extraordinaires. Donc, chaque création vraiment est quelque chose de très particulier, et je crois que c'est un mélange de tout, un mélange de sa culture, un mélange... on part de ses propres goûts, de toute façon. Et le j'aime pas en parfum, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Et lorsque l'enfant naît, il a pratiquement aucune culture olfactive, hein, si ce n'est l'odeur de sa propre mère. Et c'est au fur et à mesure qu'il va rencontrer des odeurs qui va former ce j'aime pas, donc qui est souvent inconscient, qui va former, on a tous une sorte de banque de données olfactives dans son cerveau
liée aux émotions. Hein, l'odeur, sans rentrer dans les détails, l'odeur est liée aux émotions. Hein, donc nos goûts olfactifs, c'est quelque chose de très personnel. Donc en fonction de son parcours, de ses fêlures, ses blessures, ses joies, ses peines, on va aimer ou détester certaines matières premières. Et forcément, le résultat de cette création, ben, c'est un petit peu l'ensemble de ce tout. Là. Et puis nos goûts olfactifs évoluent comme nos goûts culinaires, comme nos goûts artistiques. Hein. Et parfois, quand je suis obligé de remettre le nez sur des parfums créés il y a quelques années, pour des raisons notamment parfois de ce qui est législation, eh bien, je suis surpris, je me dis comment j'ai pu mettre autant de telle matière première, comment j'étais aussi timoré sur telle autre. Oh là là, mais jamais j'aurais pu écrire une telle formule aujourd'hui. Donc, ce qui est normal, on évolue. Un parfum qui se vendra, eh bien, personne ne connaît la recette à l'avance. Dans le parfum, c'est une longue chaîne de savoir-faire, longue chaîne de métier. Hein. Je dis toujours que le plus compliqué là-dedans, dans toute cette longue chaîne de métiers, c'est le métier de la vente. Vendre du parfum, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc tout ça est rattaché au marketing. Le marketing qui n'est pas forcément un gros mot. Hein. Donc quand on choisit le nom de son parfum, c'est déjà du marketing. Hein. Donc on a une longue chaîne de savoir-faire. Et on le sait qu'à la fin, on le sait quand le produit sort. Mais parfois, l'échec d'un parfum n'est pas forcément dû à son odeur, au parfum lui-même. Des études ont montré récemment qu'un certain nombre, une part importante du public qui est persuadé acheter un parfum parce qu'il aime son odeur, eh bien, on se rend compte, quand on va plus loin, que le paramètre odeur est un des derniers paramètres qu'ils prennent en compte. C'est le paramètre plutôt marketing, packaging, du nom, de l'égérie quand il y en a une, etc. Et en tout cas, dans une partie certaine du public, c'est ça. C'est très triste, hein, mais c'est comme ça. Donc, je veux dire, l'odeur n'est pas toujours responsable de l'échec. En tout cas, quand il y a réussite, succès d'un parfum, il faut, on le dit souvent, les professionnels vous le disent toujours, il faut que le marketing mix soit parfait, que tout soit parfait. C'est-à-dire que on part de l'histoire. Le parfum, c'est d'abord une histoire que la marque raconte. À cette histoire, on greffe une odeur, donc un parfum, et au tout, on va mettre le tout dans un flacon avec un capot, avec un nom, avec une étiquette, avec des codes couleurs, avec un surpackaging, un étui, un cellophanage et ensuite une communication. Si toute cette chaîne n'est pas parfaite, s'il y a un maillon qui déconne, le produit est foutu. Donc il y a des tas d'exemples de produits dont le parfum est absolument extraordinaire, mais qui ont été saccagés par une mauvaise communication, par un nom qui n'a pas plu au public, par une histoire trop compliquée, par une histoire qui était trop éloignée du jus lui-même, par un public ciblé qui n'était pas le bon public pour ce type de parfum. Donc la réussite d'un parfum, c'est vraiment un tout. Et parfois, on sort un parfum en sachant qu'il est fait pour des nez avertis. Donc on sait très bien que ce n'est pas, les commerciaux vous disent, en parlant de ce genre de parfum, c'est un parfum très segmentant. Ils vous préviennent tout de suite qu'ils ne vont pas en vendre beaucoup. Hein. Marque de niche, marque alternative, petite marque, ne veut plus rien dire, puisque au départ, on avait une parfumerie qui, d'un point de vue olfactif, prenait des partis pris forts. Et aujourd'hui, il y a de tout, dans les grandes marques, dans les petites marques. Et ce que je ne cesse de dire aux gens qui me disent alors, il faut aller vers les petites marques, les grandes marques, et ceci, le parfum homme, femme, mixte, eau de parfum, eau de toilette, on s'en fiche. Sentez vous-même, et si ça vous plaît, le parfum, c'est de l'émotion. Je dis toujours qu'on a le droit d'aimer le parfum que l'on veut, hein, et on ne doit pas se préoccuper du marketing, etc. Et on a le droit d'aimer du plus chic au plus cheap. Mais on se rend compte que les gens qui
ont l'habitude de sentir du parfum, eh bien, le parfum, c'est comme pour la musique, la peinture, la sculpture. Plus vous sentez, plus vous utilisez votre nez, eh bien, plus vous devenez exigeant. Et ce qui est très drôle, c'est que très vite, à votre propre grande surprise, vous vous éloignez souvent de vos premiers amours. Et vous vous dites, mais comment j'ai pu aimer ça? On le retrouve souvent. Maintenant, j'ai plaisir à découvrir d'autres parfums, d'autres pistes olfactives. C'est exactement comme pour la musique, comme pour la peinture. On se rend compte que le grand public va se diriger instinctivement vers des parfums qui ont des notes assez communes, assez commerciales, dans leur cerveau a croisé ce type de molécules très souvent. Et seules les personnes qui ont des nez curieux, un nez curieux, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur nez au quotidien, dans la rue, chez eux, en dînant, en dégustant un verre, eh bien, ces gens inconsciemment vont éduquer leur nez. Et seules ces personnes-là vont se diriger vers des parfums non commerciaux, plus pointus. Et on se rend compte que ces personnes-là, ces nez curieux, ce sont ceux qui vont prendre le plus grand plaisir à sentir de nouvelles odeurs. Et c'est pour ça que l'éducation olfactive est quelque chose d'extrêmement important. On éduque tous nos sens, mais rarement le nez, qui est quand même de tous nos sens celui que l'on utilise le plus, de notre premier cri à notre dernier souffle. C'est celui pour lequel on a la plus grande mémoire. C'est un sens qui est très lié à nos émotions, à notre intimité. Et apprendre à sentir, quand je dis apprendre à sentir, c'est pas forcément aller dans une école, c'est penser à utiliser son nez quelques secondes par jour, plusieurs fois par jour, même quand on est dans le métro, etc. Eh bien, apprendre à éduquer son nez, c'est en fait rajouter des pixels à sa vie. C'est vraiment accéder à une vie en haute définition. Et c'est vraiment dommage que l'éducation, mais ça va arriver. Je reste persuadé que le 21e siècle sera le siècle donc des odeurs et du parfum. J'en suis sûr.